Le coup tordu, le 383e épisode du coup tordu. Le coup tordu, ça parle vélo, ça parle cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Je vous rappelle que vous retrouvez le coup tordu sur toutes les plateformes de podcast, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify. D'ailleurs, si vous avez quelques secondes pour aller mettre du 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast, et un petit commentaire, ça permettra de référencer encore mieux le podcast. Et idem, vous avez aussi la chaîne YouTube du coup tordu qui vous permet d'avoir les podcasts quelques minutes avant les plateformes de podcast, tout simplement parce que les transferts de son sont beaucoup plus rapides sur YouTube. Et puis mettez la petite cloche également sur YouTube pour avoir les épisodes. Voilà, comme ça vous serez alertés dès qu'il y a un nouveau coup tordu. Et là on se retrouve donc pour un nouveau coup tordu, 383e épisode du coup tordu. On va faire la preview du contre-la-montre des championnats d'Europe 2025 qui ont lieu en France cette année. Et je ne suis pas tout seul, je suis content pour cette preview du championnat d'Europe du contre-la-montre. Monsieur Enzo, alias Phoenix, est dans le coup tordu. Comment il va, mon Phoenix ? Ça va, très bien. Écoute, Lorenzo Finn, champion du monde du 23. Moi, j'ai vécu un très bon week-end. C'est pour ça que tu as un petit peu légèrement perdu ta voix. Voilà, parce que tu as crié derrière ta télé. C'est exactement pour ça. Parfait, Enzo. Moi, je voulais que tu nous racontes, Enzo, avant d'attaquer la preview pour attaquer le podcast, parce que tu m'as raconté ça la dernière fois. Dès qu'on avait terminé le podcast, pas le précédent, mais encore celui d'avant, pour les championnats du monde, les coulisses du transfert de Pipo Fiorelli à la Visma. Alors pour rappeler, pour ceux qui identifient mal Pipo Fiorelli, coureur de la Bardiani, il a 30 piges passées, très bon sprinter puncher. Mais de là à se dire qu'il allait être transféré du côté de la Visma, il y avait quand même un monde, et je crois que même lui n'y croyait pas vraiment. Ouais, non, en fait, c'était... je crois que ça devait être avril-mai, son contrat n'allait pas être renouvelé. Alors, je sais pas si c'est de son côté qui visait une équipe un peu plus grande ou au côté de Bardiani qui voulait miser plus sur la jeunesse. Bref. Donc, il demande à son agent de prospecter un peu à droite à gauche. Alors, il y avait eu quelques touches, je crois, avec Alpecin et aussi Cofidis, avec qui ils avaient parlé pendant le Giro, mais au final, Vasseur avait jamais donné de nouvelles. Sacré Vasseur. Et à un moment, ils sont sur une course aux Pays-Bas, je sais plus laquelle, et ils décident d'écrire au responsable de l'équipe développement de Visma, Robert De Groot. Et quand il lui écrit pour lui parler de Fiorelli, De Groot lui répond: ah, c'est toi qui t'en occupes. Ça tombe bien parce qu'on parlait de lui récemment et en fait on le suit. Et du coup je vais en parler à Grisha Nierman et il va t'appeler. Du coup l'agent de Fiorelli qui se dit: j'appelais juste pour prendre un refus, il appelle Fiorelli, il dit: écoute, genre demain à 10h j'ai Grisha Nierman qui m'appelle. Et Fiorelli qui le voit se faire foutre, tu vois, qui dit: mais bon, de tout de ma gueule, c'est juste pour me tenir tranquille alors qu'on n'a rien, c'est pour pas que j'aille voir ailleurs, blablabla. Non, je te jure. Donc il lui envoie les screenshots du fait que Nierman devait l'appeler, blablabla. Le lendemain matin, 10h, Nierman qui l'appelle, et pour convenir d'un rendez-vous, quoi. Et puis voilà, donc le rendez-vous se fait avec Nierman et je sais plus qui d'autre de l'équipe de la Visma. Et en fait, ils avaient monté un gros dossier pour expliquer pourquoi Fiorelli leur serait utile. Et il y avait notamment un élément qui était assez intéressant. Il faut savoir que Fiorelli est le 3e coureur World Tour et Pro Tour confondus qui tombe le moins. Ah ouais, ça c'est intéressant, ouais. Ça c'est le premier d'ailleurs, ça doit être Guillaume Martin. Je sais pas. Parce qu'il abandonne rarement les courses, Guillaume Martin. Ouais, mais du coup, ce qui est sûr, c'est que le 3e, c'était, en tout cas à l'époque où ils ont fait la réunion, donc ça devait être sur les alentours du mois de mai, peut-être un peu avant. Fiorelli était le 3e coureur qui tombait le moins. Et donc c'est le type de coureur qui est recherché, avec en plus cette capacité à bien passer les bosses, à être très explosif, donc capable d'emmener des sprints ou de replacer un sprinter sur des efforts assez courts. Et notamment pour Brennan. Brennan qui est quand même pas le sprinter classique, c'est-à-dire il passe très bien les bosses. Le problème pour lui, dans le futur, qui va se poser, c'est que si tu as un poisson pilote excellent pour t'emmener sur le plat, mais qui est pas capable de t'accompagner sur des étapes un peu plus vallonnées, tu risques de te retrouver tout seul et mal placé sur un sprint en petit comité. Avec un Fiorelli, tu réduis ces chances-là de te retrouver tout seul. Et c'est ce qui leur a plu, en fait, chez Fiorelli, c'est sa versatilité. Ce sera jamais le meilleur grimpeur, ce sera jamais le meilleur sprinter, mais en fait, il a des chiffres
qui montre qu'il est capable de faire un peu tout et surtout qu'il est très stable sur son vélo. Et en gros, voilà comment ça s'est fait. C'est son manager qui a acheté une petite bouteille à la mer en contactant le directeur de la Devo de Visma. Voilà. C'est dingue, hein. C'est dingue cette histoire, voilà, à plus de 30 ans, un Pippo Fiorelli qui avait fait toute sa carrière en pro team au 2e échelon mondial et voilà, qui va réaliser son rêve, hein, d'accéder à l'une des plus grandes équipes du monde. Et donc voilà, donc on l'a compris, il sera clairement dans le train de Mathieu Brinnan. Voilà, je le dis aussi, important également pour les managers de Side Limit, vu que Fiorelli est dans le jeu, vu que la Bardiani est sur Side Limit, voilà, pour savoir un petit peu comment l'utiliser en 2026. Enzo, je voulais rapidement également qu'on revienne sur la situation d'Arkea. Alors, on parlera aussi probablement dans les mois qui viennent de la situation de la Total Energy, hein, qui va perdre son sponsor en 2026, mais l'histoire Total Energy n'est pas encore, on va dire, le dossier n'est pas encore ouvert, que le dossier Arkea continue. Donc t'as vu l'interview de Didier Rousse là dans Ouest France qui est tombée quelques heures avant le podcast? Non, j'ai pas eu le temps de regarder, mais les dernières infos qui tombaient de Manu Hubert, ça semblait quand même bien mort. Plus le temps passe et plus ça semblait mort, ce qui est assez étrange quand même quand on voit les résultats de l'équipe, notamment le coup de boost que ça a donné sur le Tour de France. Honnêtement, je me demande s'il n'y a pas une mauvaise gestion du dossier aussi, hein, au niveau d'Emmanuel Hubert. C'est très étrange, très étrange. Après, Vincent, je suis désolé. À un moment, quand t'as des coureurs du style Vauquelin et tout, je pense pas qu'il avait signé où que ce soit avant le Tour de France. Je trouve ça bizarre. Je pense que quoi qu'il en soit, même si Emmanuel Hubert avait trouvé un sponsor au printemps, je pense que le départ de Kevin Vauquelin, pour moi, il était acté. Oui, peut-être. Vauquelin peut-être, mais tu bazardes pas ton équipe, je sais pas, c'est bizarre. En fait, tout le dossier me semble très bizarre. Pour moi, à la décharge, je me trouve un petit peu sévère avec Emmanuel Hubert. Pour moi, la décharge d'Emmanuel Hubert, et c'est aussi un petit peu souvent ce qu'on entend, tu vois, Jérôme Pinault, hein, qui a le recul de ça, puisqu'il y a 3 ans, il s'est retrouvé dans une situation un peu différente, mais la finalité est la même. Fallait trouver un sponsor qui ramène du pognon. C'est que les gens qui ont les portefeuilles, il y a des gens qui ont les portefeuilles, hein, des mécènes, des sponsors, des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent et qui vivent très très bien, et pour qui mettre 20 ou 25 millions d'euros dans un projet, ça va pas non plus complètement déstacker les actionnaires, même très très loin de là. Donc Emmanuel Hubert, il avait dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, ça serait plié après le Tour de France féminin dans un sens ou dans un autre. On voit, là on enregistre le podcast le 30 septembre, ils ont encore un mini espoir de réussir à trouver l'argent et à déposer un dossier à l'UCI pour 2026. Moi, Enzo, je mets plus la responsabilité, entre guillemets, sur ces mecs justement qui ont les portefeuilles. Alors, toi, tu le sais, tous les gens qui écoutent le podcast le savent quel est le niveau de cette équipe et surtout l'état d'esprit d'Arkea cette année, parce que l'équipe est visiblement en train d'aller plus vers la fin. En tout cas, on se dirige vers ça, mais les mecs ont jamais lâché. Vraiment, moi, je trouve qu'ils font une saison vraiment exemplaire. Je sais pas si c'est l'énergie du désespoir. Comparé avec Cofidis, ça n'a rien à voir, tu vois. T'as une équipe qui a complètement abandonné son management et t'en as une autre qui... c'est le jour et la nuit dans la manière de courir. C'est intéressant ce que tu dis, Enzo, parce que peut-être que d'un côté, quoi qu'il en soit, à Cofidis, la structure est là, et la structure est là pour très longtemps, donc les managers se passent, mais l'équipe reste. Mais là, Arkea, tu vois, c'est toute la survie de la structure qui est en jeu, en fait. Et peut-être que mentalement, ça met le truc dans un sens un petit peu différent. Mais moi, là où j'ai vraiment du mal avec ces gens qui n'investissent pas et qui là véritablement, parce que tu donnes l'argent à Emmanuel Hubert, t'es sur le Tour de France l'année prochaine, hein. Voilà, même s'il faut passer par une wildcard, je vois pas je vois pas Christian Prudhomme planter le projet, planter Arkea. Donc on sait que niveau rentabilité, alors certains disent il y a pas d'argent à gagner dans le vélo. OK, il y a pas forcément de monétisation directe, même si aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu peux mettre en avant des produits, tu peux avoir de la monétisation directe, mettre en avant certains sponsors, c'est possible, même si c'est pas forcément la tradition du vélo. Mais je veux dire, au niveau
notoriété, mais faire un Tour de France, je parle du Tour de France, mais c'est pas colossal, c'est abyssal. Je veux dire, sur les anciennes générations, tout le monde connaît Fagor, parce que Fagor, à un moment donné, bon, toi Enzo, t'étais pas né, mais c'était une équipe phare dans les années 80 qui faisait le Tour de France, notamment Vincent Lavenu, qui a couru dans cette équipe. Castorama, au niveau notoriété, Super U, c'était la même structure, ça avait été un peu la suite. C'est des équipes véritablement en notoriété qu'on réussit à exploser grâce au Tour de France, notamment U avec Laurent Fignon à l'époque. Il y a plein d'exemples, je veux dire Z, tout le monde se rappelle de Z alors que c'est des équipes qui ont couru il y a plus de 30 ans. Festina n'a jamais vendu autant de montres que quand il y a eu le scandale Festina. Alors ok, ça n'a pas forcément laissé la meilleure image qui soit, mais en tout cas au niveau notoriété et au niveau business, et c'est toujours bon pour n'importe quelle entreprise de développer sa notoriété, c'est EV+, tu vois, vraiment, tu vois, je sais pas, 7-Eleven qui a fait le tour dans les années 80. Donc je veux dire, quand t'es sur le Tour de France, t'es une entreprise, tu touches une autre planète, quoi. Tu touches ce qu'il y a de plus fort, en fait. Et en plus, associer ton image au sport, tu donnes aussi une bonne image à ton entreprise. Et c'est un investissement sur 30-40 ans. Donc j'ai du mal à comprendre. Encore, tu pars sur un projet où tu te dis, attends, voilà, c'est sur 4, 5, 6 ans, le manager veut faire le Tour de France, il est ambitieux, il a un projet, voilà, on sait pas jusqu'où ça va aller. Mais là, en plus, tu touches les deux Tours de France féminin et Tour de France masculin. Donc, et puis, alors, je sais aussi ce que peuvent se dire également certains entrepreneurs, gros entrepreneurs, ils peuvent se dire, ouais, mais bon, vas-y, on va mettre 20 millions, de toute façon, Pogacar, il va nous taper sur la tronche et on n'aura aucune chance d'exister. Oui, mais non, parce que sur le Tour de France, le grand public, il aime aussi les histoires. Est-ce qu'on veut forcément avoir le vainqueur? Est-ce que c'est forcément le vainqueur qui est le plus aimé? Ou est-ce que c'est celui qui raconte la plus belle histoire? Je veux dire, il y a des histoires aussi à écrire dans les histoires. On a vu par exemple celle de Thibaut Pinot. Pinot, il a jamais gagné le Tour de France et il a écrit une belle histoire. Donc voilà. Évidemment, ça pue du cul, comme dirait Niska pour Arkea, mais bon, voilà. Pourquoi pas une Happy End, hein. Après tout, Jean-René Berdodo, il y a quelques années, il était un petit peu dans la sauce à l'époque de Bouygues Télécom. Ils ont trouvé Europcar à la toute dernière seconde après le dernier jour de course. Donc voilà, on va souhaiter la même à Emmanuel Hubert. Même s'il trouve un sponsor en toute dernière minute, il y a quand même de grandes chances que ça reparte avec un budget très limité et surtout avec aucun de ses cadres. Enfin, les mecs ont tous signé ailleurs, que ce soit Vauclin, Mozzato et Raoul Garcia, je crois qu'il part à Movistar, non? Totalement. Tous ses meilleurs gars sont partis. Donc il va repartir en l'échelon en dessous, de base, avec une équipe pas équipée pour. Donc ce sera à hauteur des moyens qu'il aura trouvé, quoi. Mais après, en espérant que le truc qui est chiant, c'est que s'il y a encore des mecs qui se retrouvent sur le carreau comme après l'arrêt de BNB. Arnaud Démare, je suis inquiet. J'avoue que je suis inquiet. Après, pour un mec comme Démare, sa carrière oui. Je pense qu'il a pas envie d'arrêter tout de suite, mais s'il arrête là, tout le monde dira bravo. C'est chiant, mais je pense qu'il sortira la tête haute, il refermera sa carrière, quand il regardera derrière son épaule, pour être plutôt fier et satisfait qu'il a accompli. Que oui. Pas celui qui m'inquiète le plus, tu vois. Il n'y a pas des petits jeunes. Pareil, les mecs de la Devo. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, les mecs de la Devo? Les gars qui ont fait miroiter un passage avant le Tour sous 2 ans, qu'est-ce que tu vas faire d'eux? Ah, bien sûr. Oui, non, c'est sûr. Après, moi, je trouve que c'est là aussi où le coaching peut intervenir. Et tu peux essayer de remonter une équipe, avec des mecs de Pro Tour ou des mecs de Conti, tu vois, un petit peu un coaching, ce qu'on disait, la Visma avec Fiorelli, par exemple. C'est-à-dire aller chercher des mecs sous-cotés, aller chercher des mecs sous les radars. T'avais vu le film, le Stratège avec Brad Pitt? Non, je crois pas. C'est inspiré d'une histoire vraie, en fait. C'est un film qui a quelques années. C'est inspiré d'une histoire vraie. Donc un entraîneur d'une équipe de baseball. De baseball, oui. Oui. Je l'ai pas vu, mais je connais l'histoire.
Voilà, donc il récupère une équipe comme ça, une équipe qui est vraiment au fin fond du tableau, et puis il va chercher des mecs parce qu'ils sont pas beaux, parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont une sale réputation, et il les amène en finale du championnat. Donc voilà, ça sera un défi, mais ça peut être aussi, je pense que pour un investisseur, ça peut être aussi véritablement quelque chose de passionnant. Et encore une fois, t'as le Tour de France. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui, voilà, il y a le Tour de France et il y a les autres courses. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui change tout. Donc voilà, happy end pour Emmanuel Hubert, et on espère aussi pour Jean-René Berdodo que les mois qui viennent vont bien se passer. Enzo, on bascule sur la preview des championnats d'Europe. Allez, c'est parti. Et écoute, je te laisse la main pour ce parcours du contre-la-montre. Alors, parcours assez court en fait, j'avais pas fait attention, mais on a 24 bornes, donc c'est pas exceptionnel. Va être un peu vallonné malgré tout. Il y a, je crois, 200 mètres de dénivelé positif sur 24 bornes. La plupart se trouveront tout à la fin, ça finit en côte. Par contre, c'est un parcours qui est absolument pas technique. Par exemple, sur les 8 premiers kilomètres, on a juste un virage après 1800 mètres. Et tout le reste, c'est du plat ou du très léger faux plat montant, mais sans aucune technicité. La partie peut-être la plus technique, c'est quand ils vont entrer dans le village d'Alex, là où va y avoir la première côte, assez courte, 500 mètres à 5%, avec les 50 derniers mètres qui affichent 10%. Honnêtement, vu la courte distance de la côte, ça va rien d'exceptionnel. Une fois qu'ils ont passé ça, on repart pour une portion absolument pas technique et plutôt plane cette fois-ci, donc on sera moins vallonné qu'au départ, jusqu'à l'entrée d'Étoile-sur-Rhône, où il va y avoir un virage sur la droite, un des seuls du parcours, et l'ascension finale. On a 1200 mètres à 4,6% de moyenne, quelques pourcentages à 7-8% dans les 200-300 premiers mètres, et après ça sera aplani, c'est 5%, 4%, 3%, et t'as même les 100 derniers mètres qui vont être tout plats. Donc ça va se taper, ça va monter vite même dans celle-là. Il y a quelques virages dans la côte qui peuvent un peu casser le rythme si tu les prends mal, mais c'est à partir du moment où tu les gères bien, honnêtement, ça ne devrait pas y avoir trop de problèmes. C'est un parcours qui est quand même très roulant, très pas du tout technique. Donc pour les spécialistes, le seul truc qui va être dérangeant, c'est le vent, qui va souffler en provenance du nord demain. Donc 6 souffle en provenance du nord. C'est-à-dire qu'on a un vent de côté sur les 8 premiers kilomètres. Et par contre, c'est un vent pleine face sur les 15 autres et 16 autres qui mènent jusqu'au pied de la côte. Et un vent qui va souffler à un tout petit peu moins de 30 km/h. Donc ça va être très très fort. Et il va falloir être en mesure de maintenir une position aéro sur l'ensemble du parcours avec le vent qui essaie de te balancer à droite, à gauche. C'est déjà chiant quand le vent souffle à 15 km/h, mais c'est, on va dire, faisable. Les petits gabarits, ils vont peut-être avoir un petit peu plus de mal à maintenir la position. Alors justement, ça c'est vraiment très très intéressant, Enzo, parce que oui, effectivement, ce vent de face, c'est clairement l'un des points clés et l'une des clés de ce contre-la-montre. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser de manière intuitive, le vent de face est bizarrement quelque chose qui, en logique, en principe, favorise plutôt les gros gabarits. Oui, non. Alors je sais que c'est l'argument qu'a développé Thibaut. Ça les favorise. En fait, de base, pas vraiment, parce que si t'es un gros gabarit, automatiquement t'offres une plus grande résistance au vent, que tu sois en position aéro ou non. Ça, c'est automatique. La différence qui va jouer, et ce que je disais, c'est que si le vent est fort, très fort, comme il le sera demain, un petit gabarit aura normalement plus de mal à maintenir une position aéro sur un effort de un peu plus de 25 minutes. Entre 25 et 30 minutes. Même si on n'est pas sur le chrono le plus long, encore une fois. Donc, je pense que ça va être relativement moindre. Surtout qu'on est sur des spécialistes qui sont habitués à maintenir cette position, et un Remco par exemple qui a un gabarit quand même plus ramassé que celui de Ghana, qui est beaucoup plus imposant, je pense pas que ça le pénalisera tant que ça demain.
Surtout déjà d'une, sa position aéro est à la limite de la perfection. Et j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu Remco galérer à maintenir cette position aéro. Donc, est-ce que ça donne un avantage demain à Ganna par rapport à Evenepoel? Honnêtement, je suis pas persuadé. C'est dommage que Thibaut est pas là, parce que ça aurait pu faire un débat d'idées intéressant. Mais je suis pas aussi catégorique que lui. Sur un autre coureur que Remco, je dis pas, parce que encore une fois, normalement, techniquement, un mec costaud comme Ganna doit avoir plus de facilité à maintenir une position aéro avec un vent de 30 km/h qu'un mec qui fait 63 kilos. Ça, c'est une évidence, hein. Il lui rend quand même presque 20 kilos. Maintenant, c'est Evenepoel. Donc, je suis pas archi convaincu de la chose. Ouais, mais ça rejoint. De toute façon, toi et Thibaut, vous avez tous les deux raison. Hein. Voilà, vous en avez discuté un petit peu en privé tout au long de la journée. C'est un petit peu l'un des débats, l'une des clés de ce contre-la-montre. J'ai fouillé un petit peu de mon côté. J'ai cherché à voir un petit peu ce que ça racontait sur des entraîneurs. J'ai aussi fait des simulations avec des IA. Donc effectivement, de base, en logique, effectivement. Un gros gabarit a un avantage sur du vent de face. Maintenant, un petit gabarit, et comme tu le disais, qui est complètement, on va dire, qui est profilé parfaitement sur le vent de face, peut réussir à compenser ce manque de watts. Et comme tu le disais, celui qui a la position parfaite, c'est Remco. C'est peut-être, j'ai envie de dire, peut-être le seul petit gabarit, entre guillemets, petit gabarit, qui peut réussir à tirer, entre guillemets, pas avantage, mais faire en sorte que son petit gabarit ne soit pas un désavantage par rapport à des gros gabarits dans ce genre de situation. Donc, j'ai envie de dire... Surtout, avec Evenepoel, au-delà de la position, on sait qu'en plus, il est hyper puissant. Alors, certes, oui. Normalement, Ganna l'est plus. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais c'est pas comme si la position aéro d'Evenepoel faisait 80% de la différence. Enfin, ça reste quand même un coureur très puissant. Oh oui. Non, voilà, c'est petit gabarit sur puissance. Évidemment, c'est ce qui fait tout le talent et tout le génie de Remco Evenepoel. L'autre point qui est important, c'est l'autre débat, le deuxième débat au-delà de ce vent de face. C'est les coureurs qui reviennent de Kigali. Alors t'as vu un petit peu le périple de Remco? Oui, et j'ai lu aussi une de ces interviews là qui vient de donner en rentrant, en arrivant en France. Il est prêt. Hein. Il a aucun. Il est prêt. Il a pas cherché d'excuses de quoi que ce soit. Il a dit non, tout va bien. Je me suis couché tôt dimanche. J'ai tout fait exprès pour me reposer le plus possible. Tout avait été calculé. Et il va arriver en forme parce que quand tu vois son chrono et sa course en ligne, il est en forme. Demain il y aura pas d'excuses. Qu'il gagne ou qu'il perde, je pense qu'il y aura pas d'excuses. Non, je suis assez d'accord avec ça, avec toi. Il part de Kigali, il va en Éthiopie, à Addis Abeba. Il est revenu ensuite à Marseille. Et Marseille, on n'est pas très très loin on doit être à peu près à 2 heures de route du coup d'envoi de la course, à peu près, hein, évidemment. 200 bornes, je crois que c'est. Ouais, voilà, un petit tour d'autoroute à 7 et c'est plié. Et il a déjà, je crois que déjà dès lundi, il me semble qu'il avait dès hier, il était déjà sur le parcours du chrono en train de s'entraîner. Donc il est arrivé ce matin. Voilà, dès ce matin, il était déjà opérationnel. Moi, plus que cette histoire de transport où tout avait déjà été calculé, envisagé à l'avance, évidemment c'est pas un plus. Dans le meilleur des cas, s'il le gère bien, c'est neutre. Mais dans le pire des cas, c'est un petit moins. C'est surtout la violence de l'effort du championnat du monde de dimanche. C'est plus les 270 bornes dans les jambes. Alors après, Remco est capable. Remco est complètement capable, mais en principe, quand tu t'es mangé 270 bornes comme il s'est mangé dimanche à effort intensif, en logique, si c'était pas Remco, on le sortirait du jeu. Ouais, rappelle-toi l'année dernière, 3e du Tour de France. 6 jours de récup. Mais on pensait que c'était pas possible, c'est vrai. Ouais, mais c'est Remco. Donc honnêtement, j'ai fini de le sous-estimer. Ah oui. J'ai arrêté. Au début, je te disais, quand on en discutait en privé, je disais, s'il gagne, c'est vraiment un exploit et tout, parce qu'avec le trajet, cela.
c'est un chrono de 24 bornes. Enfin, je croyais qu'il était vraiment plus long le chrono. On va être sur un effort max de moins de 30 minutes. Non, honnêtement, je pense, et surtout qu'il y a en plus pas de décalage horaire entre Kigali et la France. Donc il y a, enfin, non, vraiment, je pense que demain, même lui il ne se cherchera pas d'excuses. Et dans son interview dans son interview que je viens de lire, honnêtement, il a l'air très confiant. Et il a raison de l'être quand tu vois le chrono qu'il a sorti à Kigali. Et il dit Ghana et Tarling, je les ai déjà battus, donc aucune raison d'avoir peur d'eux. Il n'a pas tort. Et par contre, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que la course en ligne du championnat d'Europe est son objectif majeur de la saison. D'accord, plus que le championnat du monde. Ça, c'est marrant. Ça. C'est le seul maillot qui lui manque. Eh oui, forcément. Et il dit peut-être encore plus. Bon, après, c'est facile à dire une fois que t'as pas été champion du monde, de dire que le championnat d'Europe, c'est ton objectif majeur. Mais non, c'est demain. Je pense qu'il y aura une belle bataille encore une fois. Alors, à noter, 2 coureurs qu'on a reçus dans le podcast au départ quand même de ce contre-la-montre, André Amisud pour Malte et notre ami Miguel Heidemann sélectionné aussi pour l'Allemagne, hein. Miguel qui a fait 17e d'ailleurs des championnats du monde, belle performance. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des. Alors je vais rappeler que jouer avec excès comporte des risques, hein. Nous dans le coup tordu, on ne vous incite pas à jouer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là également pour le vélo et qui se contrefoutent des paris sportifs, et vous avez entièrement raison. Et pour ceux qui jouent, je vous ai mis dans le lien de l'épisode le numéro de téléphone de Joueur Info Service. Jouer avec excès comporte des risques, on ne change pas sa vie avec les paris sportifs. Voilà, au pire, voilà, si vous mettez des petites pièces, c'est de la distraction, et faites-le de la manière la plus rigoureuse possible, notamment en faisant ce qui s'appelle du management de bankroll. Enzo, on va tout de suite. Alors on a parlé de la prépa de Remco, mais on va aussi parler évidemment de la préparation de Filippo Ganna, qui est totalement à l'opposé de celle de Remco, qui lui, Pipo, il avait décidé dès le départ de ne pas aller à Kigali. Oui, voilà, c'est donc deux choix diamétralement opposés, et honnêtement, quand tu vois le résultat du chrono de Kigali, il avait totalement raison de pas y aller. Il aurait obtenu aucun résultat. C'était trop difficile pour son gabarit. Enfin, il y a pas de secret. Même le podium, je pense qu'il le tapait pas, honnêtement. Vu le niveau qu'ont sorti Vine et Van Wilder, qui sont 2 mecs qui grimpent quand même bien mieux que Ganna, c'était le bon choix. Quand tu vois le championnat d'Europe, par contre, là aussi c'est le bon choix, ça va convenir beaucoup plus à Ganna. Un parcours pas du tout technique ou tout en puissance. La côte à la fin, honnêtement, je pense qu'il va l'avaler sans trop de soucis aussi. Je pense qu'on va avoir un beau match. Même si je pense que Kevin Poole va encore l'emporter. Moi, c'est le vent de face qui je vais pas être d'accord avec Thibaut, mais pour moi, un mec comme Evan Poole, tu mets n'importe qui d'autre taille et poids d'Evan Poole, je dis pas, le mec se fait balancer à droite à gauche. Voilà, je pense qu'il va juste fendre le vent et gagner encore, et battre encore Ganna, qui lui aura préparé plus sereinement l'échéance. Mais c'est les deux favoris. Ganna, quand tu vois ses chronos étaient un petit peu en dents de scie, j'ai trouvé cette année, même si sur celui de Valladolid, pardon, il était assez impressionnant. Il a dit en fait qu'il s'était un peu chié sur le pacing sur les 2 premiers inters, où au final je crois que c'est Vine qui lui met quasiment 10 secondes au bout du 2e inter. Et mais quand tu regardes le dernier intermédiaire, 4 km à près de 63 km/h, il dit à ce moment-là, je savais que je m'étais chié. Du coup, j'ai juste appuyé le plus fort possible sur les pédales sans regarder mes chiffres. Et je suis allé vite. Moi, je pensais qu'il avait géré. Non. Mais je pensais que c'était. Non, c'est pas du tout fait exprès. Alors, il est très comme ça. Hein. Je veux dire, Ganna, c'est le maître du negative split. Parfois, peut-être même un peu trop. Je pense qu'à chaque fois, il est bien trop prudent sur ses départs de course. Il fait la même chose sur piste. Tu regarderas, c'est même dans les moments où il est champion du monde, ou ce genre de truc. Sur les premiers passages, t'as l'impression qu'il est toujours un peu en dedans, et puis au final, au fur et à mesure que la course avance, il reprend du temps.
parfois ça passe. Face à un mec comme Evenepoel, c'est un peu plus compliqué. Après, ça se trouve, il peut pas faire mieux. Hein. Il l'avait dit lui-même, je crois que c'était à Glasgow, où au final, je crois qu'il finit à 11 secondes d'Evenepoel. Il dit, en termes de puissance, je peux pas faire mieux. Il dit, le seul truc que je peux travailler, c'est ma position. Il dit, mais avec mon gabarit, si je veux être plus aéro, je perds en puissance. Donc là, je suis arrivé à un point où, malheureusement, je suis un entre-deux, et si le temps est pas avec moi, zut, c'est dommage. Mais voilà, donc sur le parcours de demain, le tracé en lui-même, parfait pour Ghana. La météo, beaucoup moins, à mon avis, en tout cas par rapport à Remco. Moi, je pense quand même que la météo, c'est au pire, c'est neutre, parce que Remco, encore une fois, avec sa position, réussit vraiment à gérer l'histoire. Mais voilà, pour moi, c'est peut-être un mini pourcentage, pas abyssal, je suis d'accord, mais pour moi, c'est plutôt un mini pourcentage pour Filippo Ganna. Moi, je pense que ça va être ultra méga serré entre les deux. Vraiment, j'arrive pas à me prononcer. Je pense quand même que ce côté fraîcheur doit jouer en principe, en logique pour Filippo Ganna. Donc voilà, si les secrets d'une bonne préparation c'était de courir 270 bornes 3 jours avant et de faire un voyage de 5000 km, Filippo Ganna l'aurait fait aussi. Donc en logique, c'est pas un avantage pour Remco, même s'il peut le réussir à le gérer au mieux. Mais moi, Enzo, il y a un troisième larron que je rajoute complètement dans l'équation. Ethan Hayter ? Non. Dommage. Alors, je pense lui, par contre, Ethan Hayter, avec ses 70 kilos, je pense qu'il risque d'être un peu plombé par le vent de face. Même si il est quand même surprenant. Lui, il faudra un jour qu'on en parle. Ethan Hayter, on l'a connu il y a 4 ans. C'était un super puncher, un mec sur des talus de 2-3 km, il allumait tout le monde quand on l'avait vu sortir de chez Ineos. Ensuite, il est devenu sprinter, mais qui gagnait des sprints massifs. Après, il a eu peur de frotter, et maintenant, il a toujours été bon au chrono, attention. Mais là, cette année, on regarde les résultats, on voit vraiment qu'il a passé un cap. Moi, c'est l'ami Joshua Tarling. Moi, je le mets complètement dans l'équation. Ouais. Pas grosse saison. Visiblement, j'ai un peu creusé. Il l'a préparé. L'histoire, il l'a préparé, il l'a ciblé. On n'est pas sur c'est 24 bornes. On n'est pas sur un effort tu vois, on n'est pas sur un enchaînement de courses où il y a besoin forcément d'avoir un énorme foncier. Donc ça va jouer à la puissance et à la position. Et il sait faire. Je l'ai pas trouvé impressionnant en chrono cette année. Sur le Giro, le premier, il le gagne devant Roglic, ça se voit pas grand-chose. Le deuxième chrono, il le perd contre Danoul. Et surtout, en fait, moi j'ai un gros problème. Perso, je m'en fous, c'est le sien le problème. Il sait pas gérer ses chronos. Par rapport à Evenepoel et à Ganna, il sait pas gérer ses chronos. Il part beaucoup trop fort à chaque fois, quelle que soit la distance. C'est vraiment tu regarderas, c'est un pattern chez lui. Il a une tendance à s'écrouler, plus ou moins, de manière plus ou moins évidente, en fin de chrono. Donc sur 24 bornes, ça va être très minime. Il va pas prendre 30 secondes sur les 5 derniers kilomètres, c'est pas la question. Mais par contre, je l'ai jamais vu, de mémoire, je crois pas, reprendre du temps en deuxième partie de course. Ça, c'est sûr que c'est pas le maître du négatif split. Mais voilà, assez discret assez discret. Il a fallu vraiment creuser pour avoir là, il a tout mis sur ça pour cette fin de saison. Tu sais quand est-ce qu'il a pu reprendre l'entraînement ou pas? Parce que ça, j'ai pas vu. Parce que avec sa grosse chute sur le Tour d'Italie, il a quand même eu 3 mois sans courir, mais parce qu'il était blessé. Ah oui, non, mais après il a couru. Oui, mais il a recouru et là il a recommencé à courir il y a 2 semaines. Ah non, il était sur le championnat de Grande-Bretagne. Bon, il avait abandonné, mais non, il a pas pris le départ. Ah ouais, DNS, il a fait le Grand Prix de Wallonie le 19 septembre, DNS 19. Il y a 10 jours. Il a repris il y a 10 jours. Oui, mais sur un chrono, c'est différent. Sur un chrono, tu peux te focus
t'as pas besoin d'avoir une caisse foncière, monumentale. Ouais, moi, je pense que chez la Grande-Bretagne, Hector finira devant Tarling. Pour moi, ça va être serré entre les trois. Et si je parle en termes de cotation, pour moi, la value, elle est sur Tarling. Voilà. Mais je pense vraiment que ça va. Je vois les trois en moins de 15 secondes. Bon, ce serait une première pour Tarling, alors, parce que j'ai pas de mémoire. Je me souviens pas de lui à moins de 15 secondes de Evenepoel et Ganna quand les trois sont alignés en même temps. Hein. Alors, sur les championnats du monde de Glasgow, il fait troisième. Au championnat du monde de Glasgow. Il me semble que, alors effectivement, hein, t'as raison. Hein, bon après, il fait champion d'Europe. Juste derrière. Il finit à 48 secondes, mais alors déjà on était sur un parcours de 48 km, donc qui faisait le double de celui-ci, et à l'approche de la dernière côte, donc on avait une côte, il me semble qu'il lâche pas mal de temps de mémoire, sur le dernier talus. Voilà, et on avait une côte qui était au final plus dure que celle qu'on va avoir ce mercredi. Il me semble qu'il arrivait à 30 secondes, et en tout cas il avait été dans le match un très très long moment de mémoire. Ouais, mais jusqu'au dernier inter. Et après le dernier inter, encore une fois, c'est là où il s'écroule. C'est toujours comme ça avec lui, quelle que soit la distance. Voilà, la fameuse. Pas gérer ses efforts. Et je pense que, dernière chose, arriver frais pour un chrono, c'est aussi un avantage. Alors même s'il y a plein de choses qu'on connaissait depuis des décennies qui sont remises en question ces derniers mois, ces dernières années par les préparations, c'est vrai qu'on a plein de croyances ancestrales qui sont remises en cause, mais aussi cet aspect fraîcheur sur un chrono, capacité à pouvoir faire monter le cœur le plus haut possible, c'est quelque chose que tu arrives à faire quand tu as très très peu couru. Je pense aussi que ça peut être aussi un avantage pour Tarling, sachant encore une fois que le parcours est pas ultra méga long. Ah non, et surtout il est pas long, et puis en vrai ce parcours-là c'est un parcours parfait pour lui, pas du tout technique. On est plus sur des faux plats que sur des côtes, à part la côte de 400 mètres au milieu et les 1200 mètres à 4,5% à la fin. La plus grande partie du parcours, c'est pour les gros moteurs comme Tarling, Ganna, hein. Et Evenepoel aussi, on dit plus combien. Alors Enzo, c'est l'heure. Maintenant, c'est l'heure de se mouiller, même si on a un petit peu compris de quel côté tu allais aller. Enzo, quel est ton pronostic ou tes pronostics pour ce championnat d'Europe? Malheureusement, encore Evenepoel. Malheureusement, encore devant Ganna. Alors il y en a qui pourront dire des fois sur Twitter on t'a accusé d'être un peu anti-Remco. Non, ça n'a rien à voir. Hein. On analyse en fonction de ce qu'on voit. Le fait que je l'aime pas n'a rien à voir avec le fait que je pense pas qu'il va gagner ou que je pense pas qu'il soit fort. Oui, c'est pas parce que je veux pas le voir gagner que je pense pas qu'il va gagner. Rien à voir. On a le droit de préférer des coureurs à d'autres. Hein. C'est pas non plus un mal. Mais s'il y a des gens qui l'aiment, tant mieux pour eux. Je veux dire, chacun a ses coureurs préférés, chacun a des coureurs qui peut pas saquer, et des coureurs comme des gens dans la vraie vie, hein, je veux dire. Après, le garçon m'a rien fait de la titre personnelle. Ouais, il m'a rien fait. Donc, mais c'est tout, c'est l'image qui dégage qui me plaît absolument pas, et puis c'est comme ça. Et puis il y en a d'autres à qui, justement, cette image plaît. Écoute, tant mieux, hein, je te dis. Moi, je pense que, l'espèce d'image un peu condescendante, un peu sûre de lui qui dégage comme ça, je suis pas sûr que ça soit la réalité du personnage. Ça se trouve, c'est un garçon absolument charmant en dehors du monde du vélo, mais comme je ne le connais pas et que je ne serai jamais amené à le connaître, moi je me base sur l'image qu'il renvoie. Et l'image qu'il renvoie ne me plaît pas du tout. Je pense qu'il a du caractère, c'est un sanguin, quoi. Voilà. C'est un sanguin, mais les sanguins sont pas tous des mauvais mecs. J'ai pas dit que c'est un mauvais mec. Je le connais pas. À titre personnel, je ne le connais pas. C'est peut-être probablement un garçon charmant. Moi, je me base que sur ce que je vois. Donc, l'image qu'il renvoie à la télé et au travers de ses interviews, c'est un personnage que je n'aime pas. Enfin, voilà, tout simplement. Et la même chose pour Ayuso, qui est peut-être très gentil en dehors du monde du vélo. À mon avis, c'est pas les mêmes. Je pense que moi. Mais voilà, c'est tout. Et puis après,
il y a des coureurs que j'aime bien, que d'autres n'aiment pas. Bien sûr, c'est les goûts et les couleurs, évidemment. Ah, c'est comme ça. Des coureurs qui, peut-être trop aseptisés, trop ci, trop ça. Ok. Écoute, chacun ses préférences, et puis c'est pas très grave. De toute façon, il faut tout pour faire un monde. Et puis comme ça permet de s'envoyer des pics gentils sur les réseaux sociaux. Ça fait exactement. Exactement, Enzo. Donc premier, Remco, deuxième, Pipo. Ouais. Et troisième, top 5, moi je mets Hater, je mets top 5. Ouais, moi aussi, ouais. Et troisième, est-ce que je vais avec la hype du moment ou pas? Est-ce que on met Soderqvist ou pas? Alors, moi j'y ai... Est-ce que c'est trop tôt? Ou est-ce que c'est trop tôt? Moi, je me suis posé la question. Après, le problème, c'est que autant, tu vois, Remco, bon, mine de rien, même s'il court en jeune, c'est quand même un mec qui a de l'expérience. Hein, c'est pas un vieux briscard, mais presque. Tu vois, Soderqvist, il y a aussi un peu, lui aussi, il était à Kigali. Tu vois, il aurait pas été à Kigali, allez, je t'aurais dit vas-y. Mais, tu vois, il y a eu aussi la gestion, le voyage, la pression d'un championnat du monde. Même s'il était chez les U23, je suis d'accord. Il a eu plus de temps de récup. Un peu plus, ouais, c'est vrai. Il aura eu 6 jours de récup, parce qu'il a fait quand même la course en ligne. Mais oui, enfin, je suis d'accord, on n'est pas, peut-être qu'il deviendra comme Evenepoel, j'en sais rien, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Mais de ce que je vois, et surtout, je crois que c'était son chrono sur le Tour du Danemark. Là, il gagne. Il était fort. Quand même une belle adversité. Hein. T'avais du Price Petersen, t'avais du Pedersen. Ok, il n'y avait pas Evenepoel Ghana, mais la question, c'est pas de savoir s'il peut les battre demain, hein, pas du tout. La question, c'est de savoir est-ce qu'il peut se battre pour la 3e place. Je pense que oui. Hein. Honnêtement, si j'avais pas de doute sur Tarling, non. Mais vu les doutes que j'ai sur Tarling, écoute, le Soderqvist, il a l'air quand même plutôt en forme. Même sur la course en ligne, hein, il était dans le gros groupe des U23. Sur la course U23, il était dans le gros groupe. Ouais, il fait 18e dans la course. Ouais. Donc les quelques côtes qu'il y aura sur le parcours, ça posera pas de problème. Il a quand même beaucoup couru avec la World Tour cette année, donc on n'est pas sur le petit pépère uniquement de la Devo. Hein. Alors il n'a pas fait de course World Tour, donc on va dire que pas de souci. Mais il a limite plus couru avec l'équipe World Tour qu'avec la Devo, j'ai l'impression. Mais ouais, je sais pas, un petit truc. Après, je tombe peut-être dans ce que je reproche à beaucoup de gens bien souvent, aller avec la hype du moment. Tu vois, la culture de l'instant. Ouais. Voilà, donc c'est possible. Tu vois, je veux bien accepter que je sois en train de tomber dans la hype. Sinon, est-ce que en vrai, il y en a un qui l'a préparé de fou, ce chrono. Ouais, mais Pedersen qui a annoncé que c'était peut-être sa seule chance de remporter un maillot distinctif sur un contre-la-montre. C'est lui que tu penses? Non. Alors après, je le miserai pas, mais je pense qu'il sera pas loin du compte. Alex Segart. Alex Segart l'a vraiment préparé comme un dingue. Il est déjà venu reconnaître le parcours il y a plusieurs mois. Il est revenu au mois d'avril. Lui, c'est vraiment, voilà. Il est complètement focus. Et lui, s'il est pas, je pense qu'un jour il aura ce maillot de champion d'Europe. C'est possible. Après, quand j'entendais, il l'a préparé, il l'a fait 1000 fois, ceci, cela, ça me rappelle Guillaume Martin sur l'Etna. C'est bon. Oui. Ça me fait toujours rigoler. Oui, c'est possible. Après, honnêtement, Segart, je suis pas déçu parce que le mot serait pas juste, parce que j'avais pas spécialement d'attente envers lui, mais je suis pas plus impressionné que ça. Il manque encore un petit coup. Je suis pas, je me tape pas le cul par terre non plus, tu vois. Donc, je suis pas convaincu. Non, pour moi, le podium, moi, je me tâte pour la 3e place en tout cas, entre Hayter, Soderqvist et Pedersen. Mais à mon avis, je pense que je suis pas très, pas très excentrique. Hein, je pense que c'est un peu ce que tout le monde imagine aussi. Mais Hayter, cette année, c'est quand même vachement solide. Son chrono là sur le Tour de Pologne, puis 30 secondes à McNulty, mais 1 minute à merde, j'ai plus son nom. Illy, je crois. Ouais, je sais plus. Mec,
son chrono, c'était un chrono de gros bourrin. Bah, surtout sur le Tour de Wallonie ou le Tour de Belgique, il tape Pipo Ganna, quoi. Tu vois. Ouais, après, c'était un. Ganna était en phase de reprise. C'était un prologue, non? Non. C'était un peu plus long. On avait une dizaine de kilomètres, je crois. Mais. Oula, c'est fou. Dans 10 kilomètres? Ah ouais? Ah, il me semble, je dirais 9. 9,7. Ouais. Troisième étape. Ouais, t'as raison. Ah bah, je le sais, je me suis mangé mon grosse sport de Paris de l'année. Hein, donc, mais Ganna était aussi un peu en phase de. Voilà, était aussi un peu en phase ouais, mais je te dis, Ganna, cette année, honnêtement, c'est chrono, c'est un peu en dents de scie. Mais ça, c'est le gros problème de Ganna, j'ai l'impression. C'est que, sur sa saison, il a du mal à se concentrer sur plusieurs objectifs. Donc ça, je m'en étais rendu compte en 2022, quand il préparait le record du monde de l'heure. Il avait fait une saison dégueulasse parce qu'il était absolument focus sur son record de l'heure qui en plus arrivait en octobre, donc super pour le reste de ta saison. Et dès 2023, dès que ce truc-là est passé, c'est un nouveau Ganna qui est apparu. Tu reviens l'année dernière, gros objectif, les JO. Et en dehors de ça, de mémoire, il n'y a aucun chrono où il a été magistral. Sur les classiques, il avait sauté toutes les classiques pour préparer les JO, de peur de se faire bobo. Ok. Bon, au final, il n'y avait pas ni classique, ni médaille d'or au championnat du monde, ni au JO, donc super. Et là, cette année, focus classique de début de saison. Super Milan-San Remo. Il fait le Tour des Flandres, aucune idée pourquoi, du coup, c'est l'Unix-en-Roubaix. Et depuis, les chronos, j'ai l'impression que c'est pas au talent parce que ça se travaille, mais j'ai l'impression qu'il les gagne plus au talent en ce moment quand il les gagne qu'autre chose, tu vois. Disons que pendant un moment, il a été ultra méga dominateur. Il en avait gagné combien d'affilée? Je crois qu'il en avait gagné 7 d'affilée. Il avait été invaincu pendant 2-3 ans. Enfin, il y avait eu un truc, il y avait eu des stats monstrueuses. Entre 2020 et 2021, il était sur une série de beaucoup de chronos gagnés. Ouais. Et c'est juste qu'il y a une génération de mecs, des gars qui sont arrivés et qui sont, qui ont comblé l'écart. Je pense pas que lui est forcément spécialement régressé. Il est juste arrivé, je pense, à un plafond. Et puis les autres sont petit à petit revenus dessus. Moi, il y a un gars que je vais regarder demain sur ce contre-la-montre qui m'avait impressionné sur le Tour du Danemark. Alors, je le mets pas dans l'équation pour le podium, mais il peut être intéressant. C'est Niklas Larsen qui avait fini 4e du contre-la-montre sur le Tour du Danemark. Il était dans le match. Alors, il est dans une Conti. Il était chez Uno X l'année dernière. Il est dans l'équipe BHS. C'est une Conti ou une Pro Team, ça d'ailleurs, BHS? Je crois que c'est une Conti danoise. Il me semble que... Tu me mets un doute, c'est probablement une Conti. Hein. Ouais, c'est une Conti. C'est une Conti, oui, c'est une Conti. Donc, il joue au 3e niveau et il va chercher une 4e place avec le matos d'une Conti. Donc ça, pour moi, ça veut dire quelque chose. Il finit seulement à 14 secondes de Söderqvist et il finit dans le même temps que Mats Pedersen. Il finit 3 dixièmes de seconde derrière lui. Pedersen avec le matos de la Lidl Trek. Alors lui aussi, je pense, était parti un petit peu vite. Je pense d'ailleurs que c'est comme ça qu'il a réussi à décrocher sa sélection pour les championnats d'Europe. Parce qu'on sait qu'il y a quand même un gros réservoir de coureurs au Danemark. Et pour aller chercher un coureur en Conti, d'ailleurs, TDT Unibet, ils lui ont sauté dessus. Ils l'ont déjà signé pour l'année prochaine. Donc voilà, donc un petit top 10 peut-être de notre ami Niklas Larsen. C'est une possibilité. Voilà, pour moi, ça serait pas même s'il n'y a pas non plus énormément de coureurs, je pense que ce serait pas une énorme surprise. Moi, au niveau betting, au niveau des probas, au niveau des cotations, on a Remco qui est aux alentours de 2, qui est sur le Boukref qui était à 1,83, on peut le trouver jusqu'à 2 en France. On a du Pipo Ganna à 2,5, donc on voit que Remco est légèrement favori. On a du Tarling à 7. Moi, j'aurais un petit peu plus resserré les cotations entre les trois, même si évidemment les cotations sont cohérentes. Mais pour moi, la value, elle est plus de mon point de vue, de mon avis, elle est plus sur Tarling. Donc moi, mon pick, ça sera un top 3 de Joshua Tarling à 1,90. Avec une mise assez mesurée, 0,20% de bankroll, et on rajoutera une petite victoire de Tarling à 0,03% de bankroll, la cote à 7, mais ça sera vraiment le petit min bet pour aller avec. Ça sera mon seul prono pour ce championnat d'Europe du contre-la-montre. Mathias Vacek aussi à surveiller, qui peut, on n'a pas parlé des Suisses ni des Français non plus. Vacek, c'est pareil, cette année les chronos, j'ai pas été plus impressionné que ça non plus. Hein. Il aurait fallu un truc un peu plus vallonné, je pense, pour lui. Alors déjà, oui. Mais, et encore,
Encore que sur la Vuelta l'année dernière, c'était moins vallonné là pour le chrono d'ouverture, je crois. Et il passe tout près. Non, mais c'est juste ses perfs en chrono en 2025 que je dis pas que c'est impossible qu'il fasse top 5, hein, mais il a rien montré qui me dit lui c'est un vrai candidat au top 5, tu vois. En tout cas sur cette année. Bien sûr. Il y a des mecs qui ont plus montré avant lui, en tout cas. Totalement. Les Luxembourgeois, il y a Kleukers, mais bon, lui, c'est plutôt spécialiste des prologues. Artemis. Almeida, je crois. Il y a pas Almeida, ouais. Alors, Almeida, ça, c'est un peu le point d'interrogation. En principe, sur ce type de parcours, en logique, c'est fond de top 10. Ouais, je pense, lui, par contre, c'est sûr qu'il aurait préféré peut-être un truc un peu plus vallonné. Clairement. Et encore que, tu regardes son chrono à Valladolid, bon, il est pas tout proche de Ghana, mais il fait 3e, je crois, quand même, de ce chrono. Oui, non, c'est vrai, oui. Après, bon. Après, je crois qu'on n'était pas sur le fil le plus relevé de niveau contre la montre. Hein. Non, mais demain, enfin, je dis ça, mais après, il va faire top 10, quoi, mais c'est pas, il sera loin du podium, à mon avis. Dan Houle, bon, qu'on avait gagné un sur le Giro, mais on sait qu'il avait eu des circonstances météo ultra favorables. Ouais, mais l'année dernière, il fait 4e des championnats d'Europe. C'est vrai. Je pense que c'est une des seules courses où on lui permet d'être totalement leader, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois. Parce que les Lidl Trek cette année, niveau contre la montre, t'as l'impression qu'ils ont passé un cap aussi. Hein. C'est vrai aussi. Globalement, les mecs, ça tourne. Alors, Dan Houle a jamais été une pipe en contre la montre. D'ailleurs, il a 26 ans. Je suis persuadé qu'il en ait 35. Ouais, c'est vrai, ouais. Merde. Honnêtement, si on doit citer une semi-surprise sur le podium, moi je pense que ce serait celle-là. Ouais, ça peut. C'est vraiment une semi-surprise. Lorenzo Milesi, qui a été rajouté d'ailleurs il y a 12 heures seulement, hein. Comment ça se... Ouais, moi je m'attendais à voir Affini, alors il y a peut-être un truc que j'ai pas suivi. Milesi c'est bien, surtout il fait une bonne fin de saison, j'ai trouvé. Enfin, une bonne fin de saison. En août, là, il était plutôt en vue sur les étapes, les courses à étapes qu'il a fait. Je crois qu'il fait 2e du chrono c'est du Tour de Pologne, non? Exact, 2e du chrono du Tour de Pologne, 6e de la dernière étape du Renault 8 Tours, et puis surtout 5e sur le trophée Marco Pantani. Ça va. Ouais, c'est bien. Il est peut-être en train de passer le cap qu'on attendait, tu vois. Milesi, si je dis pas de conneries, c'est champion du monde espoir du chrono à Glasgow, non? Ouais, totalement. 2023. C'est bien ça. Donc il y a du potentiel. Après, demain, je pense qu'il faut pas s'attendre à grand chose de sa part. Mais dans un bon jour, pourquoi pas accrocher un top 10, hein. C'est pas exclu. Surtout avec ce qu'il a montré. Réellement. Totalement. Eh ben écoute Enzo, je crois qu'on s'est fait un bon petit tour. Hein. Preview sur ton site The Big Gear. Ouais, faut juste que je relise pour enlever les fautes d'orthographe et puis ça part ce soir. Parfait, donc The Big Gear, donc voilà, si vous écoutez le podcast le matin au réveil, et je sais que voilà, la plupart de ceux qui écoutent le podcast, la plupart, les pics d'audience c'est vraiment le matin. D'ailleurs, voilà, on vous souhaite une bonne journée, hein. Je sais que ça va bosser, ça allume le podcast, ça allume le coup tordu, hein. C'est vrai, ouais, les pics c'est vraiment entre 7h et 9h, 9h30, 10h du matin. Ça écoute le coup tordu sur la route du travail. Donc voilà, donc vous avez vu, voilà, en arrivant tranquillement, en vous garant, et avant d'aller au boulot, voilà, vous allez faire un petit tour sur The Big Gear et voilà, vous aurez une preview, la preview écrite d'Enzo. Vous avez également la preview écrite de Thibaut sur le site Vélo Futé, excellent site. Donc voilà, n'hésitez pas à aller mater tout ça. Et puis merci beaucoup Enzo, et puis on te retrouve très très vite pour un nouveau coup tordu. Oui, merci à toi et merci à tous. Eh ben merci à tous et à très vite. Allez, ciao les amis.